rapidement, je m'appelle Tristan, je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle DataPulse, qui fournit principalement du conseil et de la formation autour de Power BI et de la Power Platform Microsoft. On a un peu une double ADN entre la BI, la technique et le métier. On a tous un background finance, compta, contrôle de gestion. Donc, le but de cette session, c'est que là, vous avez eu une démonstration, enfin, une présentation assez macro et que j'ai trouvé très intéressante avec une belle analogie sur la cuisine de la BI. Là, on va rentrer un peu plus en mode focus sur certains exemples métiers plus ciblés, plus spécifiques avec Power BI. Alors, petite précision, hein, je ne travaille pas chez Microsoft, je ne suis pas du tout là pour vous vendre un produit. Il y a eu des questions intéressantes, quel produit on doit choisir, comment on sait quand est-ce qu'il faut passer à l'échelle ou pas. On pourra y revenir si vous voulez à la fin de la session. Je ne suis absolument pas là pour vous vendre Power BI. En revanche, c'est vrai que chez DataPulse, c'est dans notre ADN d'utiliser cet outil parce qu'on est convaincu que c'est un très bon outil pour aider à prendre des décisions, pour analyser les grosses quantités de données, pour partager et collaborer intelligemment dans l'entreprise. Donc j'avais prévu de vous montrer quelques slides qui présentaient un petit peu l'écosystème Power BI. Malheureusement, avec la mise à jour Office, on va peut-être attendre un petit peu. Avant de commencer peut-être sur les démonstrations, je voulais juste savoir, dans la salle, qui utilise déjà Power BI, que ce soit dans Excel ou dans la version, on va dire, séparée. Ouais, donc on a à peu près un bon tiers de la salle, presque la moitié, qui connaît déjà Power BI. Alors, ce qu'il faut savoir avec Power BI, je vais rapidement parler 30 secondes, après on va enchaîner sur les démos, c'est que souvent présenté comme un outil de data visualisation. Alors, c'est vrai, ça permet de faire de la data visualisation, assez poussée, assez riche, mais vous allez voir qu'en fait on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Péric vous a montré tout à l'heure un petit peu l'architecture d'un projet BI, de la récupération des données sources, traitement, modélisation, analyse et visualisation. J'avais prévu de vous montrer un petit iceberg qui montre un petit peu ces différentes étapes. Power BI, le but c'est vraiment de vous accompagner, de vous donner du confort et de l'autonomie sur chacune de ces étapes. Alors on va rentrer tout de suite dans plusieurs démonstrations. La première, on va se mettre dans un contexte médical, donc une société qui travaille dans le secteur médical, qui voulait un petit peu analyser ses ventes, comprendre des variations de chiffre d'affaires qu'il pouvait y avoir d'une période à l'autre. Donc je vais vous montrer un exemple qu'on a développé pour eux. Alors tout ce que je vous montre là, ce sont des cas, on va dire, réels d'entreprise. Évidemment, les données ont été anonymisées, truquées pour le besoin de la démonstration. Le but, c'est que vous puissiez vraiment vous projeter sur vous, vos cas à vous, vos types d'analyse à vous. Alors, là, je suis dans le portail cloud de Power BI, accessible depuis n'importe quel device, même pas forcément que du Microsoft. Là, j'ai juste besoin d'une connexion Internet. Bon, Philippe, j'espère que tu m'en voudras pas, j'utilise Google Chrome pour ma présentation, en tout cas. Donc ce tableau de bord, vous pouvez le consulter sur iPad, sur iPhone ou bien sur votre PC. Derrière, je ne vais pas forcément dérouler toute l'architecture du projet, mais il y a beaucoup de données. On a mis en place une architecture décisionnelle principalement à base de Power BI, mais pas que. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard si ça vous intéresse. Et donc là, le but, c'est que je vais vraiment vous présenter un petit peu les différents scénarios d'analyse qu'on a pu mettre en place avec Power BI. Donc, Péric vous l'a dit, c'est très intéressant. J'avais pas vu sa présentation avant, mais je vais essayer de faire des connexions par rapport à ce qu'il vous a montré. À la fin, il vous a expliqué un petit peu les différentes étapes d'un projet data ou de ce qui est censé permettre la data. Donc il y a ce but un petit peu descriptif, qu'est-ce qui s'est passé, ensuite pourquoi, et ensuite qu'est-ce qui se passera. Donc là, c'est ce qu'on a essayé un petit peu de faire dans ce tableau de bord. Donc là, vous avez une première page où, en globalement, le client va pouvoir suivre son chiffre d'affaires par région. Alors, je décale un peu peut-être pour ceux qui... par région, par mois, avec une petite carte, par activité. À gauche, on a une notion de comparaison par rapport aux années, à l'année passée. Donc là, je suis sur l'année 2019. Alors évidemment, le Stabilo V2, hein, si je puis dire, c'est d'avoir ces tableaux de bord, mais dynamiques. Là où Excel peut être intéressant, mais on va dire semi-dynamique, là, évidemment, vous comprenez bien que si je clique sur un visuel, ça va propager les informations sur les autres visuels. Donc là, par exemple, je vais voir le chiffre d'affaires que sur la région Nord, puis je peux le combiner, par exemple, avec un filtre sur juillet 2019, par exemple. Donc ça, c'est une page un peu descriptive
qui donne l'évolution du chiffre d'affaires sur les différents axes analytiques qui ont été choisis dans le cadre du projet. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin, de rentrer dans la causalité, dans l'explicatif, de dire ok, voilà les chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, si je veux analyser la variation de mon chiffre d'affaires? Donc ici, on a développé ce visuel-là qui est natif en fait dans Power BI. Et quand je dis on a développé, c'est que globalement, on a glissé 2-3 champs comme il faut bien dans Power BI. Donc on utilise un visuel natif qui est très intéressant pour forer dans des hiérarchies. Donc ça c'est quelque chose que vous allez souvent faire en tant qu'analyste, contrôleur de gestion ou autre, pour comprendre le secteur par catégorie de produits, par famille de produits, par continent, puis par pays, puis par ville, par année, par quarter, par date. Alors, on retrouve souvent ces notions de drill down dans la business intelligence. Et donc là c'est ce qu'on a essayé de faire sur du multidimensionnel. En fait on va essayer de croiser différents axes d'analyse pour comprendre la variation du chiffre d'affaires. Donc là, je suis en 2019, je vois mon évolution de chiffre d'affaires N versus N-1 en pourcentage. Donc j'ai fait plus 7%, on le voit ici à l'écran, j'ai fait plus 7% par rapport à l'an dernier. Ok, très bien. Je vais essayer de rentrer un petit peu dans la donnée pour comprendre qu'est-ce qui a drivé cette variation. Donc là, je descends sur l'agence, par exemple. Donc là, je vais voir l'évolution par agence. Alors j'ai juste peur parce que j'ai l'impression... Est-ce que vous voyez toujours? Et voilà, ça a frisé. Le ClickShare a frisé tout seul. Ouais. Alors, je vais lancer. Bon, c'est revenu. Ça fera peut-être selon la démonstration. Désolé pour ça, pour ce petit souci technique. Donc je vous disais, on va descendre par exemple par agence, puis par activité, puis par spécialité, et vous voyez, en fait, je vais forer dans un espèce d'arbre et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Donc par exemple, ce que je vois, c'est que j'ai fait plus 7%, très bien. Clermont-Ferrand, j'ai fait plus 26%. En revanche, si je descends un petit peu, bah, effectivement, par exemple, sur Strasbourg, j'ai fait moins 12%, donc je vais essayer de comprendre et de rentrer dans de la causalité, dire ok, sur ce segment-là, clairement, c'est là qu'il y a eu un problème, sur la nutrition. J'ai clairement fait moins de chiffre d'affaires et je vais pouvoir du coup rentrer peu à peu dans l'analyse et comprendre, forer dans ma hiérarchie pour comprendre ce qui s'est passé. Donc ça illustre exactement ce que vous a expliqué Péric tout à l'heure. Première page descriptive, deuxième page, on rentre dans de la causalité. Alors c'est pas du tout du big data, du machine learning, hein. On utilise juste les bons croisements visualisés intelligemment. Toujours dans cette thématique, il y a un graphique qu'on aime bien utiliser chez DataPulse, le waterfall. Alors je pense qu'on est plutôt sur une population finance aujourd'hui, finance compta. Je pense que vous êtes à peu près tous familiers avec ce genre de graphique. Le waterfall, très dur à faire en natif dans Excel, encore plus dur à faire avec un stabilo, je pense. Dans Power BI, c'est natif, et c'est très intéressant pour analyser la variation. Donc, toujours sur cette thématique de comprendre ce qui s'est passé, d'être dans la causalité. Là, on a choisi par exemple deux périodes, donc juillet et décembre, et je vais pouvoir suivre, expliquer la variation de mon chiffre d'affaires entre ces 2 mois par région, sachant que je vais pouvoir dynamiser comment je veux faire ce breakdown. J'y reviendrai plus tard. Donc là, je vois par région sur le chiffre d'affaires. Et donc là, par exemple, ce que je vois, c'est que effectivement, j'ai une croissance. Le ClickShare va repriser. Je vais voir arriver là. Voilà. C'est vraiment. Je suis là ce qui se passe. Voilà, ça revient. Voilà. Donc, je vois l'évolution de mon chiffre d'affaires par région. Par région. Donc j'avais 3 200 000 en juillet 2019. J'ai fait 3 341 000 et donc j'ai fait plus 100 000 et je vais essayer de comprendre d'où ça vient. Donc je vois que ça vient principalement de la région Est, Nord, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est l'aspect dynamique. C'est que je peux changer mon KPI. Donc par exemple, si je veux pas analyser mon chiffre d'affaires mais ma gross margin, là, je vais pouvoir le faire. Si je veux analyser ma direct cost margin, qui était un indicateur, ça va sauter toutes les 2 minutes là. Donc je change de KPI, et puis ce que je vous disais aussi, c'est qu'on peut changer l'axe qui va servir de filtre. Donc par exemple, ici je le vois par région, mais ça serait intéressant, pourquoi pas de le voir par agence, ou bien par spécialité. Et donc vous voyez, en fait, il va me décomposer les bons, les mauvais, de manière complètement interactive et dynamique. Derrière, il y a des millions de données, des millions de lignes
on a mis en place tout ce qui va bien d'un point de vue architecture pour pouvoir décomposer. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur l'hermatologie, ça s'est plutôt bien passé. En revanche, sur les ventes directes ou sur la pneumologie, je vous rappelle que ce sont des données fictives, j'ai une baisse de ma direct cost margin. Et donc après, effectivement, je ne vais pas tout vous montrer, mais il faut rentrer dans la donnée, ça encore frisé, pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Je vais essayer de meubler pour le jeu. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce premier exemple? Non? Donc, vous l'avez compris, expliquer des variations. Alors, bon, on avait fait pareil, il me semble, voilà, sur les coûts. Là, par exemple, je veux voir mes coûts de personnel, que je suis capable de ventiler par section sur mes différentes spécialités. Donc, je vais pouvoir comprendre d'où viennent mes variations. Toujours sur cette thématique un petit peu de comparaison, un autre visuel très intéressant que le client adore utiliser pour avoir justement cette vue globale et descendre sur une vue détaillée. Donc là, pareil, c'est un visuel natif dans Power BI. En gros, le client nous a dit, nous, on veut voir un peu les bons et les mauvais élèves. Alors, on l'a déjà vu sur la thématique de la variation, une vue évolutive, mais on veut voir par rapport, par exemple, à des objectifs qu'on se fixe ou à des critères communément acceptés dans le secteur. Donc là, le client nous a dit, voilà, nous, on pense qu'il faudrait qu'on ait 45% de direct cost margin, qui est un KPI qu'on a défini avec lui, et 10% de croissance annuelle. C'est des choses qui ont été choisies par le client, qui peuvent éventuellement être dynamisées ou évoluer d'une année à l'autre. Et le but, c'est de segmenter l'activité selon ces deux prismes. Donc c'est ce qu'on a fait ici sur les agences. Donc les agences dépendent de régions. Donc là, on voit par exemple tout de suite, plutôt que d'avoir un tableau que je vais lire en PDF avec 45 colonnes et 150 000 lignes, là je vois tout de suite ce qui se passe. Donc le sud-est, par exemple, il respecte les deux critères puisqu'il est au-dessus des 10%, au-dessus de la marge, la ligne rouge, et il a fait 47%, 48% de direct cost margin. Donc évidemment ça c'est intéressant parce que ça me permet de clusteriser, de comparer des populations. Alors encore une fois, il faut prendre du recul par rapport à ce que je vous montre. Là ce sont des agences, ça pourrait être des clients, des fournisseurs, des produits, peu importe en fait, c'est toujours pareil. Donc là ce sont les agences, et puis le fameux drill down. Alors ici, si je descends par exemple, pardon, je me suis trompé, si je descends à la maille des agences, cette fois-ci, alors là j'ai un point qu'il va falloir peut-être isoler ou comprendre ce qui s'est passé là à Quimper, ça ferait justement partie de l'analyse. Moi pour le besoin de la démo, je vais l'exclure pour recentrer mon analyse. Et donc là j'ai descendu la granularité de mon analyse à la maille des villes en fait, dans lesquelles se situent mes différentes agences pour pouvoir comparer et voir ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est cet aspect vraiment dynamique, clusterisation, on parle en data, qui est très intéressant, et la BI va vraiment vous aider à voir vos données différemment en fait. Ce qu'il faut comprendre avec cet exemple-là, c'est que le client, quand il est venu avec son cahier des charges, il y avait peut-être, je sais pas, alors déjà il y avait 15 fichiers Excel en amont, et puis il y en avait presque autant en aval pour analyser ces informations-là. Là, on arrive avec 2-3 data visualisations bien conçues. Il faut accompagner aussi les dirigeants pour expliquer comment ça marche, comment l'utiliser, comment l'interpréter. Mais une fois qu'on a fait ce boulot-là, le ROI il est immédiat en fait. Parce qu'au lieu de passer 2 heures à comprendre son chiffre, on va regarder 5 minutes et on va comprendre, on va descendre pour expliquer ce qui se passe. Donc ça c'était sur une thématique, on va dire, médicale, d'analyse d'activité. Il y a une thématique aussi qui est intéressante où on utilise souvent ce visuel. Je peux vous la montrer rapidement si ça vous intéresse. J'avais tout prévu avant qu'il y ait le bug là, du truc, donc il faut juste que je rouvre le bon report. Toujours dans cette thématique, ça va beaucoup vous parler. Je pense que vous faites tous dans la salle des comparaisons vente versus budget. Sinon, la BI n'existerait pas sans ce type d'analyse, n'est-ce pas? Je veux savoir combien j'ai fait, je vais le comparer par rapport au passé, donc je vous l'ai montré juste avant. Je vais vouloir le comparer aussi par rapport à ce que j'avais prévu. Donc ça, c'est un client dans le retail. Encore une fois, on a anonymisé les données. Vous remarquerez notre imagination incroyable pour pouvoir anonymiser, par exemple, les marques du client. Colgate, Nair, Abibas, bref, peu importe. Donc ça, le client nous dit, voilà, moi, ça fait 10 ans dans Excel
que je pilote mon vente versus budget comme cela. Donc là, je suis pas dans Excel, je suis dans Power BI, mais je vous montre la version Excel de ce que j'avais l'habitude de piloter. Donc un bon vieux tableau à double entrée avec les magasins. Donc, vous voyez ici, ce sont des codes magasins, les ventes, les budgets et une petite mise en forme conditionnelle pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, franchement, c'est pas mal. Hein. Bon, évidemment, ce qu'il ne me disait pas, c'est qu'il mettait 3 jours par mois à produire cette analyse. Donc la BI a servi à automatiser ça. Et puis, surtout, on l'a accompagné pour lui dire, attendez, on peut voir aussi la donnée un peu différemment. Donc on va retrouver ce scatter chart, ce nuage de points. Là, on visualise la même donnée. Je ne visualise pas plus ou moins de données, je visualise les mêmes données, juste différemment. Là, ce que vous voyez à l'écran, en X, c'est le chiffre d'affaires, donc la même donnée qu'il y avait dans le tableau. En Y, c'est l'atteinte budget, qui a été fixée, définie dans un fichier Excel. Power BI a permis de se connecter à ces différentes données, de les harmoniser, de les traiter, de les modéliser. Je reviendrai un peu plus tard. Et derrière, on a produit ce graphique où en fait, il va pouvoir du coup comparer l'atteinte budget, donc les points qui sont en vert, on retrouve la mise en forme conditionnelle, ceux qui sont au-dessus du budget, et ceux qui sont en rouge, ceux qui sont en dessous du budget. Et ceux qui sont à droite, c'est ça qui est intéressant avec cette mise en perspective, c'est les plus importants, puisque plus je suis à droite, plus je fais du chiffre. Hein. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, la Côte d'Azur, ma région natale, malheureusement, ne fait pas, c'est la plus grosse région, mais elle ne fait pas son chiffre. Et donc tout de suite, je le vois de manière très visuelle, je suis très à droite du visuel, mais je suis en dessous des 100%. Alors évidemment, vu que c'est Power BI, je peux faire ça sur des millions de lignes. En vision mensuelle, là je suis sur mai 2019, ou en vision cumulée, hein, tout se recalcule. Je vais vouloir le voir par exemple que sur une marque, ou que sur une classe de produits, d'accord ? Et évidemment, il va tout recalculer à la volée pour permettre de comprendre ce qui se passe. Je vais même pouvoir descendre au magasin, et donc là, effectivement, ça saute aux yeux, les 4 plus gros magasins ne vont pas lâcher. Je vois tout de suite. Pas besoin de faire un tableau et d'avoir un PDF où je vais devoir prendre 2 heures à comprendre ce qui se passe. Alors ce qu'on a même fait, ça c'est le petit effet démo qui est sympa, c'est que le client va pouvoir animer ce visuel. Donc par exemple ici, je suis sur 2018 en version year to date, je suis à la maille des régions, hein, chaque magasin dépend d'une région, et je vais pouvoir voir comment évolue dans le temps ma progression de vente versus budget par région de France. D'accord ? Alors ça, c'est pas de la magie, hein, c'est un visuel natif dans Power BI. On n'a même pas forcément codé pour faire ça. Ah, évidemment, derrière, pour mettre en place toute la tuyauterie, imaginer les bons KPI, construire le bon modèle, je ne vous dis pas que c'est simple, mais c'est faisable. Mais là, derrière, il n'y a pas 10 jours de dev pour faire ce visuel. Hein, c'est juste un visuel natif de Power BI. Ce qui est même intéressant, c'est que si je clique sur des points, par exemple l'Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, 2 régions qui ont tendance à dire c'est nous, le vrai Sud, on va les comparer sur le chiffre d'affaires et l'atteinte budgétaire, et bien voilà, je vais pouvoir suivre leur évolution. Vous voyez ? Ben ça, c'est des choses que vous faites peut-être dans Excel. Pas visualiser comme ça, mais les données qui sont derrière, ce sont les mêmes. Donc la BI, c'est aussi ça, c'est vous aider à voir vos données différemment, pour avoir un angle d'attaque, une vision différente. J'ai un cas assez concret à vous donner, je ne pourrais pas citer la boîte, mais il n'y a pas longtemps, j'étais avec une contrôleuse de gestion, ça faisait 4 ans qu'elle était sur son poste. Très bonne sur Excel, très curieuse, donc elle se forme à Power BI. Et puis, on fait un atelier un peu comme celui-là, où elle me dit, voilà, j'ai besoin que tu m'aides pour un peu voir la donnée différemment et comprendre ce qui se passe. On a fait 2-3 visuels, et elle m'a dit, et c'est là où je me suis dit, j'ai réussi l'accompagnement, elle me dit, Tristan, ça fait 4 ans que je suis sur mon poste, ça fait 4 ans que je vois mes données tous les jours devant mes yeux sur Excel. Là, je vois des choses que je n'ai jamais vues. Et en plus, elles sont justes. Je peux les vérifier, j'arrive à reboucler, mais je les vois différemment. Donc c'est ça qui est intéressant hein, dans ce type d'analyse. Donc voilà, là on est sur des cas concrets, opérationnels, très axés sur l'analyse des ventes, de l'activité par rapport au passé, par rapport au budget. Je voulais vous montrer aussi rapidement un exemple qui est un petit peu lié. J'ai cru que ça allait sauter. On peut analyser aussi de la donnée comptable à proprement parler, et surtout la croiser avec de l'information opérationnelle. Encore une fois, je vais faire écho à ce que disait Eric tout à l'heure. Ça serait dommage de
de monter un dataset Power BI, un jeu de données Power BI, que sur un segment d'activité ou que sur la compta. Hein, le but de la BI, Pierrick l'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est de croiser différentes sources de données. Et donc souvent, ce dont les dirigeants ont besoin, c'est de croiser la compta avec la gestion commerciale, par exemple. Alors, après, il y a des challenges de process, métier pour cadrer le chiffre d'affaires, etc. Power BI ne va pas vous aider à corriger ces problèmes de process. En revanche, il va peut-être vous aider à les mettre en évidence, à les visualiser, à les quantifier, à les identifier qu'est-ce qu'il va falloir faire pour corriger et faire ce bridge entre la vision opérationnelle et la vision comptable. Bref, là je vous montre juste un exemple. Je visualise du chiffre d'affaires, encore une fois, des données fictives sur différents axes. Là ce sont des business units, là ce sont des pays. Je garde effectivement cet aspect drill down. Et là où c'est intéressant, c'est que là j'ai ma gestion commerciale. Et puis en un clic, alors là déjà j'ai un petit visuel en mode pop-up qui me donne des informations supplémentaires. Vous voyez que ça commence à se rapprocher un peu là, d'un seul intermédiaire de gestion, d'une vision plus comptable. Clic droit, extraire, donne-moi le PNL sur ce pays. Et donc là, hop, il calcule tout de suite un PNL alors qui est très simplifié, qui est plutôt en vision anglo-saxonne. J'ai le PNL de la France, le chiffre d'affaires, le budget et la comparaison. Ben ça, les clients les adorent. Parce qu'en fait, dans la même application, vous avez un point d'entrée où vous allez pouvoir croiser des données qui viennent de différentes sources et que vous avez toujours rêvé de les croiser, mais vous n'aviez pas forcément les bons outils, les bons process, les bonnes méthodes pour le faire. Et Power BI, alors c'est pas le seul, hein, tous les outils de BI permettent de faire ça, mais Power BI notamment, parce qu'il a à la fois cette capacité de récupération de données, de traitement, de modélisation et de visualisation, il va vous permettre de faire ça assez facilement. Pour vous dire, ce tableau de bord, on l'a conçu avec le client, alors qu'il y a une bonne qualité de données, une vraie maturité data, donc ça joue aussi, 10-12 jours. Hein, c'est pas des projets à 100 jours, ça. Hein. C'est pas j'achète un ERP, j'attends 2 ans, je fais une spécification, il faut ajouter une colonne, ça va me coûter 300 000 €. Non, non, on est sur de la BI, j'aime pas le mot low cost, parce que c'est très péjoratif, moi j'appelle ça de la BI efficace, hein, de la BI actionnable, rapide à mettre en place. Okay. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer un petit exemple comptable. Là on voit les principaux postes, on voit l'évolution N-1 du net income par exemple. Et puis évidemment je peux naviguer dans mon report pour alterner entre la vision opérationnelle, comptable. Et là on travaille à aussi récupérer les données plus RH paye pour vraiment avoir une vision 360. Alors je vous le montre pas là, mais effectivement le PNL on n'a pas fait là, mais on pourrait aussi faire du drill down et descendre aux différents postes, pourquoi pas au compte comptable, pourquoi pas à l'écriture comptable, hein, évidemment. Tout est possible. Tant qu'on a la donnée pour le faire et qu'on a la bonne règle métier, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas croiser ces données-là avec Power BI. Donc voilà, ça c'était plus un exemple, on va dire, mélange opérationnel comptable. Désolé, je déroule un peu vite, j'ai été un peu perturbé par ce qui s'est passé en début de présentation parce que j'avais des slides, etc. Donc je vous ai remasterisé la démo un peu en live. Désolé pour ce petit souci technique. On va passer sur un autre exemple, plus orienté RH en fait. Alors, Pierrick a dit tout à l'heure, effectivement, dans la BI, dans un projet data, il y a un vrai enjeu autour de la confidentialité et de la sécurité des données. Hein. Et c'est notamment vrai dès lors qu'on parle de sujets pas toujours évidents d'entreprise, hein, les salaires, les employés, les anciennetés, etc. Néanmoins, vous, en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, vous avez des impératifs de pilotage, mais aussi légaux, de reporting sur ces données-là, en fait. Donc, il y a récemment une branche de SNCF, e-Voyageurs, qui est venue nous voir pour nous dire, voilà, aujourd'hui on a un processus métier et un reporting sur la partie BDES, ça parle, les gens la BDES, alors je sais qu'il y a des experts comptables, ça doit vous parler, la base de données économique et sociale, c'est un impératif légal dans les sociétés qui, alors je ne vais pas dire de bêtises, qui ont plus de 50 ou 100 salariés, il me semble. À 300. Mais... Ah, c'est monté à 300. Ils ne savent pas. À vérifier. Bon, il y a un impératif qui est de dire, une boîte qui a un certain nombre d'employés, elle doit publier un reporting à destination des délégués et du personnel sur différents indicateurs
financiers, RH, voilà. Donc, eux, ils avaient des problèmes de process, des problèmes de récupération de données, des problèmes de comment je calcule le KPI, comment je le valorise, comment je compte mes effectifs. Est-ce que je compte mes stagiaires, est-ce que je compte mes alternants? Si oui, est-ce que je prends que ceux sur une durée? Donc il y avait toute cette phase du projet où on était vraiment dans du processus métier, hein, pour comprendre et définir les bons KPI. Il y a eu ensuite la phase de récupération des données, choix de l'architecture et du bon modèle. Je ne vais pas revenir dessus, Peric vous a expliqué la théorie là-dessus. Et puis derrière, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Donc on leur a fait, dans Power BI, ils appellent ça une application. Rassurez-vous, c'est un grand mot pour pas grand-chose, on n'a pas codé ça. C'est juste la manière de donner un point d'entrée à une boîte, à des décideurs, pour qu'ils puissent voir plusieurs rapports ou plusieurs angles d'analyse d'un coup, en fait, assez rapidement. Donc en fait, dans la BDES, il y a des catégories. Je veux voir l'investissement social et l'égalité professionnelle, les fonds propres, la rémunération des financeurs, les flux de sous-traitance. Donc ça, c'est des choses qui sont imposées par la loi. Hein. Donc on a dû rentrer dans un certain formalisme pour répondre à des contraintes légales. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que c'est ça la force aussi d'un outil comme Power BI, c'est que vous pouvez le tordre un peu comme vous voulez. Là, le client nous a dit, il faut absolument qu'à la fin, on retrouve facilement ces 7 catégories-là. Ok, pas de problème. On va faire des pages, on va customiser pour répondre à ton impératif légal. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc là, on va retrouver les différentes catégories de la BDES. Encore une fois, vous doutez bien, surtout sur ces données-là, on a laissé le logo parce que le client est OK pour qu'on en parle publiquement. On a même fait une présentation rapide, il y a quelques mois là-dessus au grand public. Les données sont complètement fausses et complètement truquées. Donc là, on va pouvoir suivre les effectifs, par exemple, par tranche d'âge, par société, par sexe, par type de contrat. On va pouvoir voir l'évolution. Et évidemment, l'énorme plus-value qu'a le projet, c'est l'aspect interactif. C'est que si je clique sur une tranche d'âge, évidemment, il va recalculer à la volée les différents indicateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui tourne quotidiennement. Ils en sont très contents et ça leur a vraiment permis d'améliorer leur efficacité, de fiabiliser l'information et aussi d'avoir une adhésion plus forte de la part des personnes qui consommaient le report, parce que au lieu qu'elles aient 40 onglets Excel où il fallait défiler, elles ont quelque chose d'un peu plus interactif qui, je le rappelle, peut être consommé ailleurs que sur un PC. Par exemple, un iPad ou un iPhone. Pas de problème. Alors, je vous ai beaucoup parlé de DataVis, et c'est un peu contradictoire parce que je vous ai dit au début, attention, Power BI, c'est pas qu'un outil de data visualisation. C'est un de mes principaux combats en tant que, on va dire, consultant de data, c'est de bien faire comprendre aux clients que ça serait quand même dommage de voir Power BI ou la BI que sous cet angle-là, en fait. Donc, je vais juste, sur cette fin de démonstration, sur cette fin de démo, vous dérouler un petit peu la pelote, en fait, et vous expliquer schématiquement comment on aboutit à ça, en fait, et qu'est-ce qu'il faut mettre en place derrière pour avoir ces jolis visuels, ces jolis data visualisations. Donc, en fait, pour vous montrer un peu ce qui se passe sous le capot, si je puis dire, cette fameuse application BDES, en fait, ici, voilà l'architecture qui a été mise en place, une architecture de métier assez simple. On était dans un cas où il y avait une volumétrie de données qui était assez faible. Projet porté par le métier, pas de DSI dans ce projet-là. Donc pas de volumétrie faible et pas de volonté de centraliser la donnée quelque part en amont dans un data warehouse corporate qui voudrait dire gros projet informatique avec du délai, de la charge et une implication de l'IT. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut toujours se débarrasser de l'IT dans un projet, au contraire, la self-service BI ne peut marcher que si l'IT ou l'informatique est impliquée dans ce processus. En revanche, il y a des projets métiers qui, par essence, n'ont pas forcément besoin de passer par une chaîne d'industrialisation énorme et qui peut être contraignante. C'était le cas ici, donc ça répond un peu à la question de tout à l'heure. Faible volumétrie, pas de volonté énorme de centraliser les données en amont. Donc, on a stocké, on récupère avec Power Automate, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil Microsoft qui permet d'automatiser des workflows métiers. Donc, on a récupéré différents extracts de différents systèmes d'information, on les a centralisés sur SharePoint. C'est ce qu'il y a sous Teams. Vous utilisez certainement Teams avec le Covid ou le confinement, peut-être.
ou SharePoint, qui est la brique sous-jacente collaborative de Microsoft qui permet de stocker des documents. Donc on a centralisé ça là-dedans, donc c'est des exports normés. On a créé un cube, Eric vous en a parlé tout à l'heure, dans Power BI. Donc c'est ce que vous voyez là à l'écran. Ce cube, il comprend un certain nombre de tables, il y en a 14, d'accord. Le gros challenge, ça a été d'inventer, de créer un bon data model, une bonne modélisation pour réussir à lier ces différents objets métiers, ces différentes tables, qui à la base ne viennent pas du même système d'information, n'ont pas la même fréquence de rafraîchissement, n'ont pas la même granularité, mais ça, les délégués du personnel, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur tableau de bord. Donc la BI, c'est justement ça, c'est d'arriver à croiser ces informations-là et d'arriver à construire un modèle harmonieux. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans un outil qui s'appelle Power BI Desktop, Eric vous en a parlé tout à l'heure, qui est gratuit et qui est mis à jour tous les mois par Microsoft avec des nouvelles fonctionnalités. Et donc toute cette partie ingénierie, on l'a créée ici, on a créé ce qu'on appelle un cube, un data model, dans Power BI, où on a lié les différentes tables entre elles par des liens, des clés. Ceux qui ont fait un peu de Access, ça vous parle peut-être un petit peu, on n'en est pas loin. En fait, ce qui est intéressant avec ces outils récents, c'est qu'on ne fait que réutiliser des concepts assez vieux, à l'échelle de la data, années 90, dans des outils nouveaux. Les techniques de modélisation qu'on utilise dans Power BI, elles ont été théorisées dans un bouquin qui s'appelle The Data Warehouse Toolkit, qui a été écrit en 1990 par Ralph Kimball. Voilà, tout est là. Nous, on fait que utiliser des vieilles techniques dans des outils nouveaux. Donc ça, c'est des techniques de modélisation propres qu'on utilise notamment dans Power BI. Par-dessus, vous vous doutez bien, là je vous montre un autre data model, c'est pas le data model de la BDES, mais c'est juste pour vous expliquer schématiquement. Dans Power BI, une fois qu'on a créé le data model, on va pouvoir créer ensuite des KPI, on appelle ça des mesures, qui vont vous permettre de répondre à peu près n'importe quelle question métier de manière spécifique et surtout à la volée. Donc par exemple, ici on a un calcul qui fait le chiffre d'affaires en year to date. On pourrait très bien imaginer des ratios, des comparaisons par rapport à de l'objectif, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est ce qui a été fait dans le cadre de la BDES ici sur ce fameux cube Power BI. Et derrière, vous voyez les petites flèches, ce sont les différents reports que vous avez vu tout à l'heure qui pointent vers cet unique cube, cet unique data model Power BI. Alors, je vais insister 30 secondes là-dessus parce que c'est ça l'énorme avantage d'une démarche BI, au-delà de l'aspect d'analyse, sur lequel j'ai beaucoup insisté au début, c'est comment je fais pour éviter de me retrouver dans une situation où tout le monde utilise les mêmes chiffres, on arrive en réunion d'une heure, on passe 50 minutes à comprendre pourquoi le voisin, qui pourtant utilise la même source à la base, il n'a pas le même chiffre. Ah oui, mais parce qu'en fait, moi, le chiffre d'affaires, je ne prends pas les avoirs, sauf si ça vient du code RT12. Ah ok. Et moi, la marge, en fait, j'exclus les coûts indirects. Ouais. Non, là ça va pas, il y a un problème de process, il y a un problème de data management que Power BI ne va pas corriger. Soyons bien clairs, Power BI c'est pas magique, ça ne va pas corriger tous les problèmes d'entreprise, mais en revanche, un projet BI peut vous forcer à faire des choix là-dessus. Vous forcez à dire, ok, le chiffre d'affaires, je vais le calculer comme ça. La marge, je vais la calculer comme ça. Et donc, tous les reports qui ensuite pointeront vers ce data model, l'avantage, déjà, c'est la synchronisation des données. C'est qu'évidemment, dès que ce cube est mis à jour, tous les reports sont instantanément mis à jour. Et ensuite, je lutte contre les silos de données, puisque du coup, dans les différents reports que vous voyez, ça peut arriver que je visualise le même KPI, par exemple les effectifs. Et bien là, je garantis l'intégrité des données, puisque chaque rapport, quand il visualise l'effectif, et bien l'effectif, le KPI sous-jacent, il est unique, il a été créé une fois, et il marche pour tous les reports. Donc c'est ça qui est intéressant avec Power BI, notamment, c'est d'exploiter cette brique data model modélisation qui va vous forcer, vous contraindre à faire des choix métiers sur la manière dont vous allez vouloir piloter votre activité, sur la manière dont vous allez vouloir calculer certains KPI. Et pour être très transparent avec vous, je ne suis pas là non plus pour vous dire que tout est simple et que tout cela en implique. Vous vous doutez bien que pour partir d'un besoin métier qui est parfois un peu mystérieux, où globalement vous savez ce que vous voulez à la fin, mais vous avez du mal à conceptualiser un petit peu ces différentes étapes de traitement, ce sont des choses qui ne sont pas simples, clairement,
il faut se faire accompagner sur ce genre de processus, ou alors il faut avoir des gens en interne qui ont un peu cette double compétence BI et métier, mais c'est des profils qui sont quand même assez rares aujourd'hui en entreprise, et je pense que c'est d'autant plus vrai sur de la PME. Et donc une fois qu'on a ça, effectivement, il faut mettre en place cette démarche de mutualisation. Le plus dur dans un projet BI, que ce soit sur Power BI ou autre, c'est de partir d'un besoin métier et d'arriver à ça. C'est ça le plus dur en fait. Le reste, ce n'est qu'un prisme, ce n'est qu'un enrobage, c'est la cerise sur le gâteau. Tout ce que je vous ai montré dans la première partie de la démonstration, ça ne fait que croiser, sublimer, j'espère, si ça vous a plu, rendre intelligible des informations qui sont là. C'est juste des croisements en fait. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ce socle à la base, votre BI, vous aurez l'effet waouh, le directeur marketing il sera content parce qu'il pourra publier une com en disant on a fait plus 10%, mais la BI actionnable, ce que vous avez expliqué Peric tout à l'heure, cet aspect je ne fais pas des tableaux de bord pour faire des tableaux mais pour prendre des décisions, vous allez le perdre si vous n'avez pas des bons data models en fait, et si vous n'arrivez pas à bien convertir votre besoin métier dans ces schémas-là. Donc ça c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer aussi, hein, c'est que la BI, vous l'avez compris, ce n'est pas que de la data visualisation et des jolis graphiques. Et Power BI, ce n'est pas que de la data visualisation et des jolis graphiques. Moi, sur un projet data, la data vis, on y passe en général 10 à 15, allez, 20% on retrouve le Pareto en fait, 20% du temps à peu près. 80% c'est comprendre le process métier, connecter les données, modéliser, créer les KPI, recéter. Et la data vis, c'est vraiment la couche au-dessus, qui est très... Je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, hein, mais c'est qu'une partie du projet et d'une architecture BI. Sur un échange, des questions-réponses. Il y a un aspect dont je n'ai pas trop parlé pour l'instant dans Power BI, c'est l'aspect collaboratif. Parce que effectivement, une fois que j'ai fait tout ça, une fois que j'ai mis en place toute cette chaîne, le but c'est de pouvoir mettre à disposition à grande échelle mes tableaux de bord à des décideurs, à des opérationnels, à des gens qui sont peut-être pas forcément dans l'entreprise. Nous on a des projets où en fait nos clients nous disent on veut utiliser Power BI pour mettre à disposition de la donnée à l'extérieur, à nos fournisseurs, à nos clients. On veut utiliser Power BI un peu comme un portail pour donner de l'information à l'extérieur. Donc ça, c'est des choses qui, effectivement, vont se passer ici, sur le portail cloud Power BI, accessible avec un compte Office 365. Je ne vais pas forcément insister aujourd'hui, là, dans ma présentation, sur les licences, on pourra peut-être y revenir sur les questions-réponses, mais vous vous doutez bien que tout n'est pas gratuit ici. Il faut payer un fee mensuel qui est de à peu près 8 € par mois par user pour pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités collaboratives. Mais en tout cas, c'est ici que tout va se passer. Et ça rejoint une question ou la remarque qui a été faite par monsieur tout à l'heure. Cet aspect, ça dépend ce que vous voulez partager. L'intérêt de Power BI aussi, c'est de dire, plutôt que de t'envoyer des reports par email, je vais te pousser de l'information sur un portail web, donc tu auras besoin d'avoir une connexion internet, tu seras authentifié, donc c'est sécurisé. Les données sont stockées, encryptées sur les data centers chez Microsoft. Hein. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on parle d'un outil qui est cloud. Alors, il y a aussi une version locale de Power BI qui existe, qui est beaucoup moins poussée, qui est beaucoup moins développée. Hein. On voit bien la tendance, que ce soit sur les outils de compta. Je vois qu'il y a beaucoup de débats en ce moment là, sur ce qui se passe avec différents outils qui forcent un peu les clients à passer sur le cloud. Sur la partie BI et sur l'écosystème Power BI, il y a les deux. Mais c'est vrai que nous, 99% de nos projets, ça se fait sur l'outil cloud. Et ce qui est poussé beaucoup par Microsoft aujourd'hui en termes de fonctionnalité, en termes de performance, en termes de scalabilité, c'est le portail collaboratif. Donc ça va vraiment être ça, ce hub qui va vous servir à visualiser la donnée. Je ne vais pas vous le montrer là, mais vous pouvez aussi voir ces informations-là dans d'autres outils. Par exemple, dans Teams. Alors, vous utilisez Teams pour vos calls, pour le chat. Bon, vous êtes censé aussi l'utiliser pour toute la partie collaborative, parce que Teams, c'est pas juste on fait des calls, ça va beaucoup plus loin que ça. On a un principe d'équipe, de partage de fichiers, etc. Power BI, on peut l'embarquer dans Teams. Et donc, nous, on a des clients qui commencent à vraiment avoir des scénarios d'usage là-dessus, où en fait, ils ont la BI et ils peuvent commenter leur tableau de bord dans Teams.
C'est quand même intéressant. On peut embarquer le tableau de bord Power BI dans un site SharePoint, par exemple. On va pouvoir mettre en place des alertes dans Outlook. Par exemple, si ce KPI-là, il passe un seuil, je mets une alerte, telle personne va recevoir un mail, attention, il y a un problème. Nous, on s'en sert aussi, dans certains cas, ces alertes, je vous donne un cas d'usage, pour mettre en évidence des problèmes de qualité de données. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc par exemple, cas typique, j'ai un référentiel produit, il y a 15% de mon chiffre d'affaires que je suis incapable de rattacher à mon référentiel produit. Pourquoi? Parce que j'ai des produits qui remontent de mon ERP ou d'un fichier Excel, de je ne sais quoi, qui ne sont pas mappés sur mon référentiel. Enfin, je devrais plutôt dire mes référentiels, parce que malheureusement, le référentiel client ou produit bien géré, bien architecturé, c'est un rêve. Non, il y a des boîtes qui font bien quand même, mais si on raisonne gros smile, c'est pas toujours le cas. Et donc, on peut mettre en place des alertes qui vont dire attention, là, des nouvelles données sont arrivées, il y a 15%, il y a 5% du CA que Power BI ne s'est pas rattaché à un produit. Et voilà les produits concernés, il faut que tu ailles les mettre dans le référentiel. C'est des choses comme ça, vous voyez, qui sont vraiment dans l'ordre du collaboratif, qui vont au-delà de juste j'ai un tableau de bord et j'analyse. Ça va vraiment pousser aussi à remettre en cause parfois des process, des règles et mettre en place des alertes. Donc vraiment tout va se passer là, sur ce hub collaboratif. Et alors, le dernier point sur cet aspect collaboratif qui, à mon sens, est fondamental, c'est justement l'exploitation de ce data model. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez ici, dans ce projet, différents reports qui pointent vers ce fameux data model. Et l'intérêt d'une démarche BI, vous l'avez compris, c'est de centraliser, mais c'est aussi de dire, eh bien, toi, métier, tu veux faire de la BI en self-service, tu veux construire tes propres reports, moi, je te fournis des reports standards qui répondent peut-être à 60, 70, 80% du besoin, mais le data model ou le report qui répond à tout le temps, ça n'existe pas. Sinon, on l'aurait déjà trouvé. Et je pense que ça va être de plus en plus vrai dans les organisations. Les business évoluent, changent, on rachète une boîte, on ouvre un magasin. La data, la BI ne pourra jamais suivre de manière autoporteuse et autonome tout ce qui se passe dans un business. Il y a toujours besoin d'aller croiser la donnée, de refaire un petit report à côté. Mais là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir le faire de manière managée et intelligente en fait. Donc je vais terminer là-dessus. Imaginez, je suis un analyste ou un contrôleur de gestion qui n'a pas forcément des énormes compétences en BI, ou je suis quelqu'un en marketing qui a besoin de faire des tableaux de bord parce que les tableaux de bord qui me sont fournis par le département BI ou par le consultant ne me suffisent pas. J'ai besoin de croiser différemment les données. En fait, ce que vous allez pouvoir faire dans Power BI, c'est que vous allez pouvoir, en fait, ici, utiliser un connecteur qui s'appelle le dataset Power BI. Et donc là, ça veut dire quoi? Eh bien, vous, en tant que métier, vous allez pouvoir vous connecter à un dataset, à un modèle qui a déjà géré 95% de la complexité métier. La partie récupération des données, traitement, croisement, création des KPI, elle a déjà été faite. Et toi, métier, tu vas pouvoir te concentrer sur la couche haute de l'iceberg, à savoir la data vise, l'analyse et la production, a priori, de recommandations, parce que c'est quand même ça le but. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Je me suis connecté à un dataset. Alors pour le coup, c'est pas du tout sur de la donnée business, c'est sur les taxis à New York. C'est un dataset que j'utilise pour montrer aussi les capacités de scalabilité de Power BI. Je vais juste apporter une petite nuance par rapport à ce qu'a dit Péric. Power Pivot et Power BI peuvent monter à l'échelle. Nous, on s'en sert sur des projets chez des gros clients où on peut monter à plusieurs centaines de millions de lignes, voire des milliards de lignes. C'est tout à fait possible aujourd'hui avec Power BI. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer là. Je suis analyste, je suis connecté à un data model assez complexe, mais c'est pas grave, quelqu'un l'a géré pour moi dans l'entreprise. Moi, je veux juste me concentrer sur l'analyse et la visualisation. Donc, je vais exploiter ce data model. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un indicateur qui me calcule le nombre de voyages. Alors, il va me rendre la main. Hop. Bon, là, évidemment, ça c'est l'effet démo que j'ai décidé. C'est super. Bon, c'est pas grave.
ce que je voulais vous montrer là, c'est que vous avez un data model que vous allez pouvoir réexploiter par des utilisateurs non techniques. Donc, je vais juste peut-être ouvrir un Power BI vierge, je vais faire la connexion. Alors cette connexion, vous pouvez aussi la faire depuis Excel. Ah oui, mais forcément, vu que j'ai la mise à jour, je ne peux pas vous montrer. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Vous pouvez aussi vous connecter à un data model depuis Excel et faire un tableau croisé dynamique dont la source sera le data model Power BI. Donc nous, on l'utilise chez certains clients. On a par exemple parfois des populations comme le contrôle de gestion ou les comptables qui ne vont pas forcément vouloir vite rentrer dans Power BI ou dans tout cet aspect visuel analytique. Ils vont vouloir juste exploiter l'information dans leur outil. Ben, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement en utilisant Excel. Il y a un connecteur qui est disponible depuis la version 2016 d'Excel qui permet en 3 clics, malheureusement je ne pourrais pas vous le montrer aujourd'hui, de récupérer, de se connecter à un data model Power BI, ce fameux data model que je vous montrais là tout à l'heure. Alors cette connexion, je peux aussi la faire depuis Power BI, je vais terminer là-dessus. Je vais me connecter à un dataset qui modélise déjà l'ensemble des règles métiers. Par exemple, justement, on va prendre un exemple plus business. Donc là, vous voyez, j'ai un dataset, donc un modèle Power BI, qui est géré par Tristan. Ce dataset appartient au Workspace Showcase. Il a été promu par le développeur. Donc, quelque part, il a été certifié, tamponné pour dire voilà, ça c'est le bon dataset pour faire ton analyse sur les ventes. Et donc, je me connecte à mon dataset. En self-service, je vais pouvoir du coup construire mes propres reports pour faire de la data visualisation. Donc là, par exemple, il a croisé les ventes et les objectifs. Bon, tant mieux, j'aurais pas forcément su le faire tout seul. Je vais pouvoir, en 2 temps 3 mouvements, je vais créer une petite matrice où je vais regarder, par exemple, par mois, dans Actual. Vous voyez, en plus, il a pris le soin de bien ranger les KPI pour que je puisse, moi, métier, bien croiser mes données. Voilà, j'ai mes ventes, j'ai mes objectifs. Ah, il a même créé une mesure qui semble comparer les ventes et les objectifs. Je vais pouvoir les croiser, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation collaborative intelligente de Power BI. En réalité, dans un projet BI, vous avez 3 types d'utilisateurs. Ceux qui vont développer des data models, ce que je vous ai expliqué, la couche base de l'iceberg. Ceux qui vont développer les reports, ce n'est pas forcément ceux qui vont développer les data models. Ça peut être des gens qui n'auront pas forcément le temps ou l'envie de rentrer dans la modélisation ou tous les langages de Power BI, mais qui auront quand même besoin d'avoir un peu plus de flexibilité que de juste cliquer sur un angle visuel sur le tableau de bord. Bon, je pense que ça a pris le... Donc, je disais, les développeurs de data model, les développeurs de report, et puis les utilisateurs finaux, en bout de chaîne, qui eux vont vouloir consommer des tableaux de bord en lecture seule sur leur device. La fonctionnalité que je viens de vous montrer là, donc le fait de se connecter à un dataset qui est déjà publié dans le dataset Power BI, ça va surtout être très utile pour la population 2. C'est-à-dire ceux qui vont vouloir faire de la BI en self-service, faire leur propre report pour passer à l'échelle. Bon, le ClickShare ne revient pas. En conclusion, vous l'avez compris, Power BI est un outil intéressant, enfin, j'espère que j'ai réussi à vous le montrer aujourd'hui, puissant, accessible, qui peut passer à l'échelle. Alors, on ne fait pas de la magie avec Power BI, il y a aussi des questions de process et de data management dans un projet BI, on en a beaucoup parlé. Ce qui est très intéressant et ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que aujourd'hui, la plupart des boîtes ont ou sont en train d'acquérir Office 365. Je pense que la plupart d'entre vous êtes sur Office 365 aujourd'hui. Vous utilisez Outlook comme boîte mail, vous êtes peut-être en train de déployer Teams, SharePoint, vous utilisez Excel au quotidien, pour la plupart d'entre vous, je pense. L'avantage d'un outil comme celui-là, c'est que vous êtes à la maison. C'est un outil Microsoft, vous avez vu les interfaces, on s'y retrouve. On n'est pas sur un outil qui va falloir mettre 2 ans pour monter en compétences, et il va falloir sortir tout de suite 100 000 € pour le déploiement. Hein. C'est vraiment un outil qui est taillé à la fois pour les grands groupes. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des boîtes comme Canal+, comme EDF, mais aussi avec des PME. Je suis en train de faire un projet pour une boîte à Nantes, dans le bois.
on a des problématiques qui sont complètement différentes des grands groupes, très opérationnelles, petites PME, pas un gros budget. On leur a fait un projet BI pour 20-25 000 euros. Et ils ont un tableau de bord qui réconcilie la gestion commerciale et la compta. Donc vous voyez, c'est de la BI opérationnelle, actionnable rapidement. Voilà. Donc j'ai terminé. Alors désolé, il y a eu plein de soucis. Le ClickShare qui ne revenait pas, la mise à jour Office 365. Décidément, les vieux de la démo n'étaient pas avec moi aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a plu. Je ne sais pas si on a le temps de prendre peut-être une ou deux questions. N'hésitez pas. Bon, la première est toujours la plus dure.